Ouais, comme ça, on va bien. OK. Nickel. Donc on s'entend, il y a pas de souci? Moi, je t'entends nickel. Allez. Bah, écoute, merci déjà de venir, un peu discuter avec moi, c'est sympa. Pas de souci, pas de souci. J'ai réussi à trouver un créneau avec mes enfants, c'est pas Ouais, facile. ouais, ouais, bah, ouais, moi c'est pareil. Là, j'en ai profité, ils sont dehors et puis voilà. Donc c'est Bah, ça. écoute, ouais, en fait, je suis, un ancien journaliste pendant des années et du coup, j'avais arrêté pendant quelques temps parce que bon, j'étais pigiste donc ça marchait pas Ouais. trop et du coup, bah, avec le confinement là, ça fait quelques semaines que j'ai repris quoi donc du coup, j'ai repris goût à ça, au journalisme et du coup, bah, j'ai envie aussi de d'avoir un regard, toi, de spécialiste, d'un journaliste qui est à l'OM au quotidien, quoi, qui comprend un peu les arcanes de ce club. Nous, moi, je vois de l'extérieur, bien sûr, j'ai de l'analyse, mais bon, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc c'est intéressant d'avoir ton regard. Donc, bah, déjà, ouais, on peut te présenter pour les internautes, évidemment, qui connaissent, j'imagine, le Football Club de Marseille. Mais donc, tu es journaliste émérite de cette chaîne, de ce média. Explique-moi en quelques mots, ça existe depuis quand, Football Club de Marseille? Bon, il y a des talks, des articles, hein. Alors, Football Club de Marseille, moi, je fais un tour du monde en 2010 et en rentrant, avec Benjamin Courme, on a créé, le média parce que, en fait, nous, on suivait vachement, là-dessus sur le Phocéen, mais on n'était pas forcément satisfait du ton, et de l'analyse du Phocéen. Tout ne nous plaisait pas, il y avait tout qui nous plaisait, mais pas tout. Et du coup, on s'est dit, ouais, il y a peut-être un truc à faire entre le Phocéen et les sites de supporters. Il y a beaucoup de sites de supporters très intéressants aussi, mais c'est deux voies un peu différentes. Donc, on s'est lancé, on a créé un média qui est devenu un an ou deux plus tard au Football Club de Marseille. Donc, je suis co-créateur du média avec Benjamin. Et donc, D'accord. après, on a eu notre carte de presse. On a commencé à pouvoir assister aux conférences de presse, aux matchs, etc. Ça s'est développé. Et puis maintenant, on est une petite équipe. Et donc, on suit l'OM au quotidien. Bon, là, comme tout le monde, je te Ouais, cache pas que ces derniers mois ont été un petit peu difficiles. Euh, bien. Zoom, Skype et compagnie, ça a été notre pain quotidien. Mais là, ça y est, lundi, retour au studio et on reprend un peu les affaires en attendant le football. Ah, super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, Là, c'est écoute, clair. ouais, ouais, bah, moi, je suis effectivement tous les médias, hein, comme toi, effectivement. Je regarde tous les talks et moi, je trouve que c'est que vous êtes complémentaires, en fait, des autres médias, effectivement, avec vous traitez absolument de tout, vous n'avez pas de tabou. Voilà, s'il y a une rumeur un peu bizarre qui monte de l'Arabie Saoudite, ben, vous la traitez en restant bien sûr avec le côté journaliste. Hein, on ne va pas raconter n'importe quoi ce qui se passe, mais voilà, Oui, il faut toujours rester méfiant. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur le côté complémentaire, parce que des fois, il y a des gens qui nous opposent avec le Phocéen ou avec d'autres médias. C'est pas vrai. Moi, je pense quand on est fan de l'OM, on peut très bien suivre tous ces médias-là. C'est des tons différents, c'est des visions différentes, mais c'est très complémentaire. Et puis d'ailleurs, les journalistes du Phocéen, on les côtoie au quotidien, on s'entend plutôt bien avec eux, donc pas de souci, quoi. ouais, bien sûr. Moi, tout à l'heure, j'ai regardé le bar des supporters de Maritima. Enfin, tu vois, donc forcément, on a regardé. Ouais, Après, Karimata, en plus, c'est un mec adorable. Donc, oui, oui, c'est clair. Donc voilà, donc bah, écoute, du coup, je voulais voir quelques thèmes avec toi, notamment, bon, déjà le vas-y. premier thème, parce que bon, il y a un remue-ménage vraiment assez impressionnant. Bon, on ne s'en sort jamais des crises de l'OM, mais celle-là, elle est quand même pas mal. Où du coup, il y a le DRH qui a été viré ou parti, enfin, moi, je ne sais pas trop. Zubizarreta qui a été licencié. Bon, après, chacun a son avis. Moi, je trouve que c'est une bonne, une bonne chose. À l'amiable, licencié à l'amiable. Ah, voilà, bien, ouais. Donc après, les cinq personnels du staff de formation, c'est peut-être pas fini encore. On cherche un DS, un head of football, un directeur financier. Donc Laurent Colette a été voilà, viré. AVB, bon, il reste, mais bon, enfin, on en verra, on parlera un peu plus tard parce que bon, il reste avec des garanties, mais quelles garanties? Donc, comment tu l'expliques tout ça? De quoi ça vient? Est-ce que c'est McCourt qui dit bon, mais on n'a plus d'argent, donc on va vraiment faire le ménage pour rentrer de l'argent, ou c'est un problème d'ego, d'homme? Comment tu l'analyses, toi? Déjà, je pense qu'on peut pas mettre tout sur le même plan. Déjà, la formation, c'est bien particulier. Zubizarreta fait pas vraiment du bon travail au niveau de la construction du centre de formation, l'amélioration. Et ils ont créé leur fameux OM Campus. Alors même si c'est du préfabriqué, etc., c'est quand même bien qu'il y ait un lieu maintenant pour les jeunes, les féminines. Après, il y a beaucoup de départs d'éducateurs, mais ces éducateurs-là, il y en a beaucoup qui étaient en fin de contrat aussi. Oui, Pas j'avais tous, mais il y en vu. a plein qui étaient en fin de contrat, donc c'était prévisible. Il y avait le truc, c'est toujours pareil avec l'OM, au niveau du timing, de la communication avec les gens. On a l'impression que c'est pas très anticipé tout ça. Donc ça, c'est au niveau du centre de formation. Après, au niveau des pros, ben, je vais te dire, moi, pour moi, c'est vraiment une question d'argent.
c'est que Jacques-Henri Hérault, là, il applique la politique terre brûlée qui a été demandée par McCourt, parce que McCourt, je pense qu'il en a marre de sortir de l'argent. C'était très mal géré sous l'ère Garcia. Et du coup, moi, je pense que McCourt, là, il a dit, bon, maintenant, ça suffit, j'en ai marre de rembourser les dettes en chaque fin de saison. Donc là, débrouillez-vous. Donc, a priori, selon l'équipe, c'est 60 millions d'euros de chiffres. Notre ami Mourad Arts, le journaliste de Football Club de Marseille, lui, il s'amuse à lire les comptes, etc. Bon, c'est pas un travail assez fastidieux. Donc lui, il avait déjà analysé qu'il y avait vraiment énormément de pertes. Et McCourt aurait déjà mis plus de 350 millions d'euros dans le club en tout. Donc c'est pas rien l'investissement de McCourt. On peut pas lui reprocher de ne pas avoir investi. Après, je Un pense qu'il quart n'y a de plus sa d'argent. fortune, effectivement, j'avais entendu le live là, de Mourad. Ouais, c'est un quart de sa fortune. Donc c'est quand même assez Ouais, colossal. c'est énorme. Donc je pense que c'est pour ça que McCourt, même s'il est vendeur, il sera pas vendeur à n'importe quel prix. Il veut pas perdre trop d'argent dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je pense qu'une vente OM cet été, moi j'y crois pas. Après qu'il soit vendeur, moi je pense que oui. Je pense qu'il se dit que ça coûte très très cher pour pas grand chose finalement. Après, est-ce qu'il s'est pas trompé d'homme? Ça sera une autre question. Et pour répondre à ta dernière question, est-ce que c'est une guerre d'ego? Il y a forcément une guerre d'ego parce que d'un côté, tu as Jacques-Henri Hérault qui doit rattraper ses propres bêtises parce que c'est quand même lui qui signait les contrats et qui avait le choix final sur les joueurs. C'est lui qui a fait tout ça, c'est cette énorme masse salariale qui plombe l'OM parce que là on ne peut pas se cacher derrière la crise du Covid. L'OM était déjà dans le rouge avant la crise du Covid. Là maintenant il faut qu'il fasse des économies. Donc il applique le plan, ok. Et Villas-Boas de l'autre côté, lui il veut garder une équipe compétitive pour pas passer pour des peintres en Ligue des Champions. Donc ces deux esprits qui sont pas tout à fait sur le même niveau. Je pense que Villas-Boas a été particulièrement échaudé par les déclarations et toute la magouille interne de Jacques-Henri Hérault. Donc je pense que les deux hommes, ils vont travailler ensemble, c'est un grand mot. Enfin, ils vont travailler à côté, quoi. Ouais, mais alors, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je ne comprends pas en fait pourquoi McCourt n'a pas licencié Jacques Herrero, puisqu'il a vu qu'il a fait des erreurs l'été dernier, a priori. Bon, après, ça a vérifié, je ne sais pas, que visiblement Jacques Herrero voulait faire partir Strootman gratuitement. Donc il a fait des erreurs colossales, quoi, Jacques Herrero. On ne va pas aller faire la litanie de tout ce qu'il a fait. Hein. Bon, juste Rudy Garcia qui a été prolongé en cours de saison pour 2 ans, plus tous les transferts. Enfin, si McCourt, c'est son argent, enfin, je ne peux pas mettre à sa place, je n'ai pas son porte-monnaie, bien sûr, mais enfin, si tu dépenses 350 millions d'euros et que c'est géré n'importe comment, au bout d'un moment, le seul responsable, peut-être c'est Rudy Garcia, certes, mais le patron, c'est quand même Jacques Herrero. Donc, justement, ce sabot qui veut faire, pourquoi il ne fait pas un peu comme Margareta Dreyfus à l'époque avait fait venir, je ne sais plus comment ça s'appelait. Vincent Lebrun. Oui, non, pas Vincent Labrune. Enfin, c'est lui qui avait fait, c'est vrai, la Terre brûlée, mais le temps de la vente, il y avait eu Giaco, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, Chico Colunghi, oui, Monsieur voilà. Moustache. Il a peut-être tellement été. Enfin, bon, bref. Est-ce que justement, il aurait très bien pu mettre un nom à lui, hop, on gère que le financier. Jacques Haribo, bon, il a fait trop de bêtises, ils ont arrêté. Pourquoi il le garde en fait? Parce que c'est lui qui le cherchait? Je pense que c'est quand même son homme de confiance. Après, Jacques-Henri Hérault, je pense que comme il le montre dans toutes les interviews qu'il a données depuis le confinement, lui, il parle à l'entreprise, il parle chiffres, il parle pas forcément sport. Donc je pense qu'avec McCourt, il doit parler chiffres, entreprise, il doit lui mettre en avant qu'il a récupéré l'exploitation du Vélodrome, que là, ils ont la Ligue des Champions, donc ça va rapporter tant en fin de saison, que s'ils arrivent à avoir un effectif pas trop mal, ils pourront vendre des joueurs très bien l'été prochain parce que s'ils sont un peu vus en Ligue des Champions, ils peuvent rentrer de l'argent. Je pense que lui, il lui vend tout ça, en fait. Donc, Jacques-Henri Hérault, je pense qu'il n'est pas autant pour les supporters lambda, ou même pour nous, journalistes qui suivons l'OM, son discours start-upper, il est très fatigant. Mais je pense que pour un homme d'affaires comme Franck McCourt, il comprend ça. Donc, je pense qu'il arrive à lui expliquer des choses avec des chiffres. Peut-être qu'il lui fait des PowerPoint, hein, je ne sais pas. Ouais. Ouais, puis en plus, ils peut-être se comprennent parce que déjà, ils ont la culture américaine et puis en plus, ils n'ont pas la culture foot, quoi. Frank McCourt, bon, il est là pour faire du business, on le connaît. Hein. D'ailleurs, s'il connaissait vraiment le football, il n'aurait pas nommé un président comme lui. Enfin, il n'aurait pas donné toutes les clés Bon, à ça, Rudy. après, tu sais pas, parce qu'en fait, tu peux avoir un président qui connaît rien au football et qui prend des bonnes personnes pour le conseiller, en fait. Oui, Je veux dire, Tapi, quand il arrive dans le foot, il connaît pas grand-chose. Hein. Même Olas, quand il arrive dans le foot, il connaît rien. oui, Donc, oui, la CG. Là. fait que là, il suffit qu'il prenne quelqu'un. Tapi avait pris Hidalgo, Olas a pris Lacombe. Le problème, c'est que là, notre ami Hérault, il a pris Zubizarreta, mais il n'a pas écouté Zubizarreta, il a écouté Garcia. Donc, le problème, il est là.
pour moi. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Alors, juste, tu l'évoquais un petit peu, donc on va rebondir, comme ça, on va continuer sur le même sujet. Donc, tu évoquais effectivement la relation compliquée entre AVB et Jacques Henriot. Bon, effectivement, il n'y en a quasiment plus, hein, d'après ce qu'on entend, ce que vous relayez vous aussi sur votre site. Comment AVB peut avoir confiance à Jacques Henriot et confiance aussi à Je McCourt, pense, quelque part, puisque des garanties, je ne vois pas quelle garantie peut avoir de Frank McCourt alors qu'il faut vendre pour au moins 60 millions et 60 millions pour juste comme les pertes et après il faudra vendre pour acheter. je pense que de la confiance entre Jacques Henriot et André Villas-Boas, il n'y en a plus. Ça, il n'y en a pas. Après, d'après ce qui a été dit, d'après nous aussi, on a eu des retours. Effectivement, je pense que Villas-Boas, lui, il allait claquer la porte. Zubizarreta lui a demandé de rester, de ne pas partir à cause de ça. Et surtout, c'est les joueurs. Les joueurs qui ont vécu une très belle saison avec Villas-Boas. Bon, après la dernière saison avec Garça, ils étaient tellement au fond du trou que là, ils ont retrouvé un mec qui leur a redonné confiance. Ils ont envie, en fait, je pense que c'est un peu un défi, un challenge qu'ils ont tous là. Ils veulent relever ce défi Ligue des Champions à l'OM. Ouais, Et je pense que c'est ça qui motive André Villas-Boas. Et à côté, il a eu Franck McCourt en direct. Donc en fait, vu il a chanté Jacques Henriero, qu'il a eu vraiment le boss qui tient les cordons de la bourse en direct, il a dû lui promettre des choses. Alors qu'est-ce qu'il lui a promis? Il lui a peut-être promis de ne pas vendre certains joueurs. Il a peut-être promis d'avoir un minimum de. Peut-être qu'il remettrait un petit peu d'argent, même si le fair play financier est censé l'en empêcher. S'ils arrivent à vendre pour 60 millions, peut-être que lui, il fera des efforts pour faire signer un Bagnan ou je ne sais qui. Donc, je pense qu'il a un minimum de garantie sur le sportif. Alors, peut-être qu'ils lui ont menti aussi. Je veux dire, Labrune avait tellement menti 2 fois quand il était président de l'OM, je veux dire, tout est possible. Mais le fait est que lui, il a eu certaines garanties et il a surtout tout un groupe qui veut rester avec lui. Et je pense que certains joueurs même lui ont dit, nous, on ne partira pas. Même s'il y a des offres, on ne partira pas. Donc, je pense qu'il a quand même un minimum de garantie avec McCourt et avec ses joueurs. ouais, bah, c'est ce qu'on a pu comprendre. Effectivement, André Villas-Boas, lui, il a l'air d'être passionné voilà, par ce métier, ses relations d'homme. Lui, s'il a un groupe qui le suit, il peut aller très loin. Et si ça ne marche pas, bon, il va faire des Paris-Dakar ou autre. Donc, a priori, c'est vrai que C'est ça. c'est crédible, surtout qu'on a vu. Non, pardon, Il vas-y. n'a pas besoin d'argent et même s'il ne crachera pas sur un billet, hein, tout le monde, pareil, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va dire non, non, ne m'en donnez pas. Mais j'ai vu passer des déclats, là, comment il s'appelle, Nicolas Villas. Euh, il disait qu'il se voyait entraîner jusqu'en 2024. Et quand il faisait le résumé, il disait ouais, 1 an à Marseille, après soit le Brésil, soit le Japon, etc. Donc en fait, si on lit, je sais pas, j'ai juste vu passer ça parce que là je bosse pas ce week-end, mais j'ai vu passer ça sur Twitter. Bon, Nicolas Villas, c'est un journaliste, donc c'est un peu sérieux. Et ça sous-entend qu'en fait, il va pas prolonger. Et une fois qu'il aura fait son année, c'est sûr, il partira en fin de saison prochaine. Ouais, après, bon, dans le football, un an, c'est long. Hein, donc, je veux dire, Tout peut se passer. voilà, tout se passer. Puis, bon, dans un an, on verra bien. Non, mais bon, vu la relation qu'il a avec le président, on peut imaginer qu'il ne se voit pas rester 1 an Oui. de plus. Oui, surtout si Jacques Et, Herrero est reconnu encore après. Donc, tu parles de Mercato, tout ça. Bon, moi, je suis un passionné de Mercato aussi, mais Mercato, je suis un peu comme beaucoup d'observateurs. Pour l'instant, j'ai du mal à m'intéresser parce que je vois la situation financière catastrophique avec un déficit ouais. abyssal. Moi, je suis comme beaucoup d'autres observateurs. Je crains vraiment la décision du fair play financier de la DNCG. Alors certes, Jacques Henriot, il a beau nous dire ce qu'il veut, mais bon, c'est pas lui qui décide. Et puis, comme tu disais, c'est un communicant. Hein, en fait, c'est un communicant comme des grandes entreprises. Hein, il sait bien parler, mais après, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, comme me disait, justement, j'écoutais Michel Agaga sur l'art des supporters, qui lui disait le fair play financier, on ne peut pas trop leur faire confiance. Ils ne sont pas forcément très justes, quoi. Donc, ils vont virer peut-être Trabzonspor, ok, mais d'autres clubs, un club de la capitale, bon, qui a enfreint à de nombreuses reprises le fair play financier n'est pas exclu, d'autres clubs pareil. Enfin, donc, c'est pas très, très juste. Donc, pourquoi l'OM serait privilégié, enfin, en tout cas ne serait pas sanctionné d'une suspension en Coupe d'Europe. Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Mourad Ars, qui est notre spécialiste des dossiers comme ça, il avait bien étudié cette histoire de fair play financier. Effectivement, il y a des barèmes de sanctions, mais les applications sont complètement folles, quoi. Il n'y a pas de logique. Donc, il y a des clubs qui sont plus sanctionnés que d'autres sur les mêmes choses. C'est vrai que c'est très compliqué à suivre le fair play financier. On a l'impression que ça s'adapte, qu'il y a des négociations, qu'il y a plein de choses. Par contre, l'histoire de Trabzonspor,
Je crois que, à vérifier, hein, parce que j'ai pas non plus étudié le dossier à fond, et je crois que Trabzonspor, en fait, cette saison, c'était la saison où ils devaient être à l'équilibre. L'OM, dans leur plan qu'ils ont négocié avec le Fair Play, c'est la fin de la saison prochaine. Oui, là, t'as moins de 30, là, normalement. Cohérent, Ah, je t'entends plus, là. Attends. quoi. Ah, attends. Ouais, ça Ouais, bug, ça là. bug un peu. C'est bon? Ah, ouais, c'est bon, je te rentends, là. Ouais, c'est bon. Tu m'entends, là? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc oui, tu dis que ouais, effectivement, le Trabzonspor, c'était eux, 0. Nous, a priori, c'était moins 30 millions. Mais ouais, c'était moins 30 millions, mais c'était quand même sur les saisons précédentes où on devait montrer des actions, comme faire baisser la masse salariale. Il y avait plusieurs étapes. Hein. Déjà au mercato d'hiver, on devait vendre des joueurs. Bon, on ne l'a pas fait parce qu'AVB a mis la pression pour qu'on garde le groupe. Donc ça, on pourrait être sanctionné pour ça. Non, Disons que déjà, l'OM a provisionné de l'argent. L'OM s'attend à payer une amende. Je crois, je ne sais plus si c'était 1 ou 2 millions d'euros qui étaient provisionnés dans le budget en fin d'année dernière pour ça. Donc déjà, l'OM s'attend à payer une amende. Effectivement, a priori, ce que le fair play financier n'a pas aimé, c'est que par rapport à la saison dernière, pas la 2019-2020, la 2018-2019, les comptes ils ont été publiés très très en retard avec plus de déficit que prévu. Donc c'est ça qui est susceptible d'être sanctionné. Après, là, cette saison, effectivement, si on parle de 60 millions d'euros à trouver, c'est parce que a priori le déficit serait de moins 90. On parle pas du Covid parce que le Covid, il y a une partie qui va être remboursée avec le prêt de la Ligue, etc. Uniquement le déficit de base, c'est à peu près 90 millions. Et donc, il faut arriver à moins 30. Donc c'est pour ça qu'on parle de 60 millions. Donc en gros, c'est ça. Hein. C'est l'objectif, il est là. S'ils arrivent à rentrer dans les clous là, ils pourront peut-être essayer de négocier un peu d'indulgence en payant peut-être 1 ou 2 millions d'euros d'amende par rapport à la saison d'avant. Et l'objectif, ça sera d'être à 0 en fin de saison prochaine. Sachant qu'il y aura de l'argent de la Ligue des Champions qui va rentrer, il va falloir qu'il soit très très bon sur le mercato, que ça recrute malin, pas trop cher et surtout que ça marche. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, juste, il y a une question moi, que je me pose et que pas grand monde a la réponse, en fait, pour l'instant, tant que l'UEFA n'a pas décidé. C'est que, bon, les comptes, en principe, c'est le 30 juin. Sauf que là, avec le Covid, ça a repoussé. Les championnats étrangers qui ont soit recommencé ou soit vont recommencer. Enfin, donc, forcément, le mercato, bon, ok, franco-français, mais c'est pas là où on va rentrer l'argent. Moi, à Nice, bon, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, du coup, concrètement, et la DNCG, c'est pareil, les comptes, c'est avant fin juin pour entrer dans le coup. Donc, est-ce qu'il va y avoir un délai? Est-ce que ça va être retardé, cette date du 30 juin ou pas? Parce que si c'est cette date-là, c'est mort. Ouais, moi, ce qui me semble logique, c'est qu'avec cette crise sanitaire quand même qui a ébranlé beaucoup de choses, je pense qu'il va y avoir plus d'indulgence que les années précédentes. Ça me paraît évident. Donc, cette date du 30 juin, je pense qu'elle ne sera pas forcément butoir. Je pense qu'il va y avoir des négociations. Peut-être qu'il y aura un premier passage avant le 30 juin avec peut-être des menaces de sanctions et qu'ils auront un délai pour équilibrer leurs comptes. Là, je parle des NCG. Peut-être, j'en sais rien, jusqu'à fin juillet. J'ai pas d'informations, mais j'imagine qu'ils vont être un petit peu indulgents. Vu l'état du foot français, ils vont pas en plus flinguer les clubs avec la DNCG. Je pense qu'ils vont tout faire pour que ça passe. Bien sûr, bien sûr. Allez, on va faire un autre sujet, 2 sujets, 5 minutes à peu près, tu m'as dit par rapport au timing. Donc, la quête du directeur sportif, parce que bon, c'est ça, en fait, c'est un directeur sportif qui. Le super directeur. Oui, un super directeur sportif qui mettrait chacun héros juste à la Ligue. Et donc, ce directeur sportif serait en fait un Zubizarreta qui serait écouté et qui vendrait. Un vrai directeur sportif, en gros. Quoi. Ouais, peut-être qu'il aurait un peu plus de pouvoir que Zubizarreta. Après, Zubizarreta, comme l'explique tout le temps Mourad, c'est un mec qui était habitué au FC Barcelone, où chacun a un poste précis. Donc, il est bien encadré. Il fait uniquement ce qu'il a à faire et il ne dépasse pas. Alors qu'en France, c'est pas forcément comme ça que ça marche. Il faut un peu s'imposer, jouer des coudes. Et quand tu as Rudy Garcia en face, c'est pas évident. Ouais, c'est sûr, je le connais. Moi, quand il était à Dijon, j'étais journaliste là-bas. Donc, ouais, il débutait à Dijon. Ouais, il était à National. Mais bon, on voyait quand même qu'avec la presse, c'était déjà un peu compliqué. Donc, bon, ouais. Il avait déjà la même langue de bois qu'il a maintenant ou il n'avait pas encore Totalement. Après, moi,
quand il est arrivé, j'étais content parce qu'on voyait le grand professionnel qui s'y connaissait. Bon, après, c'était du national, hein, c'était pas l'OM. Voilà. Mais c'est vrai que bon, il avait quand même, avec les journalistes, il avait une distance, et il donnait vraiment ce qu'il voulait. Donc voilà. Donc, ça, Bon, après, ça, j'ai envie de te dire, ça c'est juste pour notre métier, mais c'est pas très important par rapport aux résultats, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est les résultats sportifs et que tu dises la vérité aux gens et aux joueurs. Après, moi, Rudy Garcia, juste je fais une petite parenthèse, quand l'OM annonce qu'ils prennent Rudy Garcia, moi je suis content. Hein. Pour moi, c'est un bon choix de prendre Rudy Garcia pour lancer le projet. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas. Jacques Henriot n'a pas senti quand c'était en train de partir en sucette et il n'a pas anticipé. Quoi. S'il n'avait pas prolongé et que Rudy Garcia était parti en fin de saison de lui-même, ça aurait été quand même beaucoup plus simple et ça aurait fait beaucoup moins de problèmes. Oui, tout à fait, oui. En plus, il avait fait cette finale Europa League, donc ça serait arrêté là. Bon, le bilan n'aurait pas été si mauvais. Il avait 1 an de contrat encore. Hein, après. Ah oui, non, c'est vrai. Donc, le directeur sportif, donc, bon, moi j'ai fait l'analyse comme ça, c'est qu'effectivement, vu la phase 2 du projet de McCourt, qu'il faut vendre, il faut faire rentrer de l'argent, il faut faire du trading, donc acheter des jeunes joueurs et les revendre pour les valoriser. Donc, le post qu'a fait Jacques Henriot sur LinkedIn, j'ai analysé un peu la chose, c'est Olivier Piqueux, quoi. Donc, Ça colle pas mal. ça colle pas mal. Donc du coup, cette rumeur Olivier Piqueux, enfin, du coup, on pensait que c'était fait, puis là, ça apparemment, ou alors c'est encore en négociation, mais a priori, il veut venir avec son staff élargi. Est-ce que c'est vraiment ça, ou ou alors l'OM n'arrive pas à le convaincre, Olivier Piqueux, ou alors est-ce qu'il y en a d'autres qui sont derrière, et quel type de directeur sportif peut venir? Moi, de ce que j'en sais, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à le convaincre, c'est que pour l'instant, ils attendent. Ils sont un peu en attente, ce qui peut paraître surprenant. Mais je me demande si en fait le club n'attend pas d'avoir cette décision du fair play financier pour avancer. Mais bon, le problème, c'est qu'ils sont en train de perdre beaucoup de temps. Et que même si le mercato international n'a pas encore ouvert ses portes, le franco-français, c'est lundi. Et on parle peut-être de début juillet pour le reste. J'en sais rien, c'est pas sûr. Même avant la fin du championnat et de la Ligue des Champions. C'est possible, c'est possible. Pour l'instant, c'est pas acté de toute façon. Donc, le seul truc, c'est que pour l'instant, jusqu'au 30 juin, il y a un mercato franco-français. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, on verra bien. Après, pour la suite, on ne sait pas, mais ça se travaille en amont. Là, Olivier Piqueux, il y a les pour et il y a les contre. Moi, j'ai fait un article où j'ai pris juste le côté qu'est-ce qu'il a fait à Angers sur les 5 dernières années depuis qu'ils sont arrivés en Ligue 1. Tous les joueurs qu'il a pris, enfin les gros, hein, pas les mecs qui viennent, qui repartent pour rien et qui n'ont jamais joué, les mecs qui ont joué, qui ont été bien revendus ou pas. Et en fait, on voit que surtout Olivier Piqueux et son équipe, parce qu'il avait un staff, il y a des mecs qui sont mis en avant. Il y avait le mec, pas mal, l'agent marseillais. Ouais, voilà, il bosse avec des agents, etc. Et en fait, là où il a été fort, je trouve, surtout, c'est de prendre des joueurs libres ou pas chers. En fait, il a senti les coups de mecs un peu en fin de contrat, etc. Là, c'était malin. Mais moi, la question que je me pose, l'interrogation que j'ai, c'est qu'il a un profil où il a fait des belles plus-values pour Angers, mais est-ce que la majorité des joueurs qu'il a pris à Angers, ils auraient joué à Marseille? Ils se seraient imposés à Marseille? C'est ça la différence. Là, il change de dimension. Angers, c'est un club familial, avec certes de l'ambition, mais une pression qui n'a rien à voir avec l'OM. Les Endoy et compagnie, Toko et Kambing, quand il arrive de Sochaux, je ne suis pas sûr qu'il s'impose à Marseille. Hein. Même Reine Adélaïde, qu'ils ont revendu 25 millions en faisant un énorme jackpot avec Lyon, il était complètement perdu à Arsenal, il débarque à Angers. Je suis sûr que ce mec-là, à l'époque, tu le mets à Marseille, il ne joue pas à Marseille. Donc, moi, j'ai des doutes sur sa capacité à trouver des mecs avec un niveau supérieur pour s'imposer rapidement, parce que Marseille, il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de patience, il faut être bon tout de suite et il faut être très, très fort psychologiquement. Parce que comme, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'était dans une interview, un jour, tu es une chèvre et la semaine d'après, tu es le plus beau du monde. Donc, il faut être armé pour vivre ça. Et Angers, c'est plus calme quand même. Donc, est-ce qu'il a les épaules? Lui, il a l'ambition, puisque c'est un ambitieux, il a l'ambition de le faire. Après, est-ce qu'il a les capacités? Ça, j'en sais rien. Moi, je ne connais pas suffisamment. Et puis après, on peut toujours avoir un petit doute sur le fait qu'il soit fait licencier pour faute grave, parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi il s'est fait la raison de ce licenciement. Oui, c'est pas anodin, ça faisait 14 ans qu'il bossait dans le club quand même. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je me pose une autre question, c'est que je me dis, en fait, Olivier Piqueux ou pas Olivier Piqueux, en fait, c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, c'est plus, comme ce que tu disais, effectivement, c'est qu'à l'OM, pour s'imposer, des grands joueurs ont échoué à Marseille, ou alors ils ont mis un peu de temps. Je crois que Robert Pires, il a mis quelques temps avant de s'imposer. Ducarry, il y en a tant d'autres, quoi, qui n'ont pas réussi de suite.
Et ben, Lizarazu, voilà, lui, il est carrément échoué, quoi. Patrice Evra, on peut pas dire qu'il a bien réussi. Enfin, d'autres, Mitroglou. Ah, pardon, c'est pas mon exemple. Juste pour faire la blague, hein. Mon ami Mitroglou. Donc, ouais, donc c'est compliqué à s'imposer. Donc, des jeunes joueurs, en plus, qui vont arriver, qui sont en post-formation, franchement, c'est impossible. Moi, la phase 2 à Marseille, certes, on n'a plus d'argent, donc il faut faire comme ça. À part la vente, on va peut-être en parler 2 minutes après, mais à part, à Marseille, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse. Tu vois, le projet Lopez, à l'époque, bon, il y avait Belsa peut-être qui est arrivé. J'ai acheté les de Mourad d'ailleurs. Pourquoi pas, mais le trading ne serait pas marché. Les joueurs à Marseille ne seraient pas marché. Effectivement, comme tu dis, il loupe 2-3 passes, un tir raté, et on l'insanie. De Germain, qui a un peu plus d'expérience, bon, depuis la finale Europa League, on lui en veut toujours. Donc, Olivier Piqueux ou pas Olivier Piqueux, je te dirais, à la limite, ouais, c'est les joueurs qui va faire venir. Donc, Mais je suis d'accord avec toi, mais le truc qu'il y a, c'est que moi, je pense que ça peut marcher en faisant faire venir des jeunes joueurs. Souviens-toi, le fameux projet Dortmund de La Brune, au final, la plupart ont réussi à s'imposer, pas forcément tout de suite à l'OM. Ils ont été revendus. Après, par contre, ça a été plus compliqué pour eux. Mais si tu as un bon coach, moi, je pense que c'est le coach qui fait la différence. Bielsa, il avait valorisé les joueurs, c'était un truc de dingue. Aujourd'hui, je pense que tu as le bon coach pour ça. Je pense que Villas-Boas, il peut bien coacher et tu as une base d'effectifs qui est quand même sympa. Vu que Alvaro va rester, tu as quand même de l'expérience encore aujourd'hui. Tu as des Payet, des mecs comme ça, c'est solide. Donc, je pense que tu as quand même une bonne base d'effectifs. Si tu rajoutes des jeunes là-dedans talentueux, ça peut marcher. Mais le problème, c'est que les jeunes talentueux, ça coûte très cher et l'OM n'a pas d'argent. Donc, comment ils vont faire pour recruter des jeunes talentueux sans argent? C'est ça qui me paraît compliqué, en fait. C'est ça, tu vois, le mercato franco-français, là, comme disaient certains, effectivement, tu pourrais recruter en Ligue 2 des jeunes joueurs maintenant. Et, comme disait chez Jacques Bay, je crois qu'il en parlait, qui disait que bon, mais on peut très bien avoir un accord maintenant et payer dans 6 mois, 1 an, peu importe, ça, c'est pas un problème. Ou étaler sur 5 ans. Donc, on pourrait recruter des jeunes. La majorité des transferts sont toujours étalés. C'est rare que ça soit payé. Oui, tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, pour un mercato qui soit bon, ben ça commence déjà. Bon, déjà au mercato d'hiver, on fait quelques pistes et ceux qu'on n'a pas réussi à faire, mais peut-être pour l'été, on pourra le faire. Et ensuite, ben déjà en février, en mars, on fait les premiers. Bon, là, certes, il y avait le Covid, c'était compliqué, mais on fait les premiers contacts. Et en avril, ça s'accélère. Et après, il faut 2-3 mois peut-être pour finaliser une transaction. Donc là, bon, AVB, il a son réseau, a priori. Il a quelques joueurs qui sont. Oui. Qu'il a des trucs. J'espère qu'on va plus utiliser ce réseau-là parce que moi, un Nyang, je pense que le profil il peut être intéressant. On le côté complémentaire avec Benedetto, même Nyang, il a 25 ans, ça peut être revendu, etc. Mais un Nyang, ça va être cher, quoi. Ça va être un mec qui va prendre un bon salaire, même si ça va pas être les paillettes et compagnie, mais ça va être quand même un bon salaire. Ça va coûter minimum 15 millions d'euros. C'est le minimum de minimum, c'est le prix qu'ils ont payé. Et je veux dire, ce genre de profil de joueur avec un peu plus de grinta, en Amérique du Sud, ça va te coûter 10 millions et un salaire divisé par 2. Donc, le truc, c'est que si tu veux prendre des risques, va chercher des Sud-Américains, va chercher des Portugais. Si tu as un vrai réseau, tu peux trouver des bons mecs, mais il faut avoir un réseau, il faut avoir une cellule de recrutement qui a pu visionner des matchs et qui a écouté, parce que la cellule de recrutement, elle bosse à l'OM. Faut pas croire, mais ils sont pas écoutés. Et le problème, c'est que si tu veux pas te tromper, les joueurs, faut pas les suivre pendant un mois ou juste tu les as affrontés. Ah, lui, il est bon, il nous a marqué un but, il est bon, on le prend. Non, non. Si tu veux pas te tromper, si tu veux limiter les chances de te tromper, il faut que le joueur il soit suivi depuis 2 ans, 3 ans, que tu connaisses un peu l'entourage, la famille, la mentalité. Là, tu as moins de chances de te tromper. Si tu prends un joueur juste parce qu'un agent il te l'a conseillé, ah, tu veux un latéral gauche, un super latéral gauche, tiens, une cassette de match, enfin une cassette, je parle des années 80, une clé USB, regarde les matchs qu'il a fait. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut. C'est pas la tendance, hein, mais je pense qu'une bonne cellule de recrutement à qui tu fais confiance, qui observe bien les joueurs, ça t'apporte certaines garanties. Mais c'est sûr, juste en parlant de cassettes, tu me fais rebondir. Bon, ce n'était pas les cassettes, mais quand j'étais à Dijon, justement, je suivais, il y avait un tournoi international de jeunes, hein, ils avaient 13 ans, 12, 13 ans, là, et il y avait énormément de recruteurs, je vous avais fait un article dessus d'ailleurs, de tous les clubs, enfin, des clubs européens et français. À l'époque, c'était OCR, Sochaux, etc., Lens. Et donc, pour des jeunes comme ça, ils allaient vraiment recruter les joueurs, quoi. Donc, ils venaient plusieurs fois, ils venaient. Donc, ils connaissaient parfaitement le joueur, quoi. Donc, ça marchait comme ça, forcément. C'est logique. C'est vrai que ça Après, aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Hein. Aujourd'hui, dès que tu as un petit jeune, même de 12 ans, j'ai envie de te dire, tu as plein d'intermédiaires qui traînent, qui veulent récupérer
C'est une jungle, il y a tellement d'argent dans le milieu du foot que tout le monde veut s'en faire ça devient très compliqué aussi pour faire confiance, de trouver des gens de confiance. Il y a tellement de coups de poignard dans le dos. Enfin bon, c'est pas un milieu qui est très joli. Hein. Et est-ce que tu crois justement qu'un agent, un directeur sportif, ça serait la meilleure solution, un peu comme Pape Diouf à l'époque, ou alors, parce que du coup, il connaît le réseau. Après, bon, Piqueux, il n'est pas agent, mais c'est vrai qu'il est dans le milieu. Après, il faut se dire que la majorité des directeurs sportifs, ils bossent avec des agents amis. Hein. C'est pas, tout le monde le sait, ça. C'est pas un problème. Je veux dire, un directeur sportif, ancien agent, c'est sûr que c'est du réseau et du crédit. Mais Pape Diouf, c'est quand même, ça va être difficile de trouver. Hein, parce que pour avoir le charisme, quelqu'un qui comprend Marseille comme il a compris Marseille, parce qu'il est arrivé à Marseille, je crois qu'il avait 18 ans, quelque chose comme ça. Il a compris Marseille. Il avait le charisme, il avait tout. Tu vas pas en trouver un comme ça facilement. Hein. Ça va être très compliqué parce que je veux dire, si tu enlèves Bernard Tapie et Pape Diouf, des présidents qui tiennent la route. J'allais te le dire. Moi, il y en a une d'autres. Non, il n'y a que Diouf et Tapie qui ont été à leur hauteur. Enfin, c'est les Diouf qui ont été les deux. Bon, peut-être avant, mais ça, moi, oui, moi, c'est pareil, je n'ai pas connu non plus. Mais effectivement, depuis, moi, je suis de l'OM depuis 1988. Donc, tu vois, depuis l'époque Tapie. Ouais, c'est ça. Pareil, j'avais 10 ans. Ben moi, j'avais 15. Donc, moi, je suis de Montauban. Je suis de Marseille, tu vois, mais c'est l'épopée européenne de 88 jusqu'à demi-finale. Et puis, cette équipe qui est montée petit à petit. Qui fait aimer l'OM. Donc, voilà. Mais effectivement, il n'y en a pas eu d'autres. On va terminer parce que, bon, voilà, on arrive au timing que tu m'avais fixé. Donc, sur la fausse vente OM, on va dire, puisque beaucoup de rumeurs. Ouais, en fait, moi, j'ai encore réanalysé tout à l'heure ces rumeurs, en fait. Mais moi, ce qui m'interpelle, en fait, bon. J'y crois plus. Hein. J'ai peut-être un peu cru au départ, effectivement, parce que bon, voilà, il y a des rumeurs qui sortent. Il y a un journaliste, Thibaut Désirian, qui fait la participation live d'ailleurs, qui a priori, on leur lui donne des infos. Mais bon, toi, tu vas peut-être nous dire aussi. Même moi, tu vois, je suis pas à Marseille et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Twitter pour me dire, je vous donne des infos. Il y a un investisseur, il faut pas le dire parce que ça risque de faire capoter la vente, a priori. Un investisseur de Bangkok, ça y est, c'est fait. Ça sera en juin 2021. Mais je peux pas vous donner. Je vous donne les documents. Voilà. Donc a priori, c'est ça qui s'est passé, non? C'est que j'ai entendu Jacques Baye aussi, qui lui aussi avait entendu des rumeurs. Au Phocéen, Romain Canuti, lui aussi a entendu des rumeurs. Enfin, c'est quoi, d'après toi, comment tu le décris? Est-ce que c'est un peu comme Damien Comolli là, qui va reprendre à Toulouse? Donc c'est lui, en fait, c'est des gens qui poussent pour reprendre un club et qui ensuite vont solliciter les investisseurs, donc soit en Amérique, en Arabie Saoudite ou autre. Et ça se passe comme ça, en fait, tu penses? Et que ça pourrait se passer comme ça, et que du coup, ces rumeurs viendraient de là, ou alors c'est l'Arabie Saoudite qui veut se faire de la pub ou quelqu'un? Non, je pense que dans cette histoire, il y a plusieurs choses. Alors, il faut séparer déjà, est-ce que le club serait à vendre? Parce que j'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, McCourt, il n'est pas bien financièrement. Il a mis beaucoup d'argent et ils sont mal. Donc, forcément, ça attise l'appétit de gens qui se disent, tiens, est-ce que je peux pas monter un projet avec des investisseurs pour récupérer l'OM pas cher? Ça, c'est une réalité. Ça, moi, je peux te le dire, c'est pas que des rumeurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont intéressés. Je parle pas d'Arabie Saoudite pour essayer de monter des trucs, mais des intermédiaires qui essayent de faciliter la vente de clubs pour prendre de l'argent au passage, il y en a partout, dans tous les pays, dans tous les championnats. Donc ces mecs-là, ils tentent, ils appellent. Puis il y a des mecs, tu peux pas imaginer, il y a certains, c'est des rigolos. Mais on l'a déjà vu, des mecs qui voulaient racheter Lens, Kashkar à Marseille, on en a vu des belles. Mais le fait est que ça, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se jouent les intermédiaires. Il y a des fois des investisseurs qui pourraient mettre de l'argent dans le truc, etc. Ça, c'est vrai. Donc là-dessus, c'est une réalité. Que McCourt, si demain il a un gros billet qui correspond à ce qu'il attend, il vend le club, moi j'en suis convaincu. Je ne pense pas que ça va arriver cet été, mais ça peut arriver dans un an. Ou ça peut commencer à se négocier s'il y a vraiment quelqu'un d'intéressé. Pour moi, ça c'est du domaine du réel. Après, l'histoire de l'Arabie Saoudite, j'ai l'impression que c'est du fantasme. C'est du fantasme parce que effectivement, ils veulent investir dans le foot. A priori, c'est pas à Marseille, mais peut-être que des intermédiaires qui aimeraient faire venir l'Arabie Saoudite à Marseille aimeraient que l'Arabie Saoudite vienne à Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que c'est des intermédiaires, à mon avis, et des fois, ça peut être des intermédiaires proches de Saoudiens ou de banques, etc. Je ne dis pas que certains collègues journalistes racontent des conneries, je dis juste que les gens qui leur parlent, ils ont peut-être un intérêt à raconter ça
pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et voir ce qu'il en est exactement, tu vois. Qui s'apprend, quoi. Voilà. Qui s'apprend, si ma coupe te dit, bon, ok, à 5 minutes voilà. du boulevard, Secouer le cocotier, voir ce qui en retombe, quelle est un peu l'ambiance, mais a priori, c'est plutôt un truc un peu réchauffé parce que ce nom de Bintala, il était déjà apparu en 2016. Donc c'est souvent comme ça, c'est comme dans le mercato. Le mercato, dès qu'il y a un nom qui sort à un moment donné, tant qu'il ne sera pas parti ailleurs, on entend reparler. Drogba pendant des années qui devait revenir. Ouais, c'est ça. Bon, après, Drogba, il aimait vraiment le club, même si. Ouais, mais frère, chaque année, il devait revenir. Ouais, c'est vrai, c'était le serpent de mer. Mais le fait est que pour moi, l'histoire d'Arabie Saoudite, ça a pris des proportions dingues parce que les gens, il y a tellement de supporters de l'OM partout, pas qu'en France, même à l'étranger, que les gens sont tellement déçus par ce projet qui a été tellement survendu avec l'OM Champions Project, etc. Le problème, c'est qu'ils l'ont un peu trop survendu. Alors les gens se disent, allez, ça y est, on va avoir une équipe compétitive, on va jouer la Ligue des Champions tous les ans, on va titiller le PSG sans battre le PSG, mais on va les titiller. Même pas les supporters qui ont dit ça. C'est McCourt qui a dit ça. Il a dit. Je te dis, et les supporters ont été déçus parce qu'ils ont imaginé ça, vu que le discours était là-dedans. Souviens-toi, le grand attaquant, ça parlait d'Agüero, c'était n'importe quoi. Donc là, je pense que les gens, ils sont tellement déçus, ils étaient tellement blasés que cette rumeur de Venthomme, elle est tombée à pic. Avec, en plus, le confinement, ça a pris des proportions incroyables sur les réseaux sociaux. En plus, tous les mecs qui ont des chaînes YouTube et qui parlent de foot, ils ont parlé de la Venthomme parce qu'il n'y a que ça qui marchait. Les gens, ils étaient que par ça, parce que le mercato, c'est pas crédit, il n'y a pas d'argent. Le foot, il y en a plus, il se passe rien. Le seul truc un peu positif qui les faisait rêver, c'était l'Aventoum. Donc tout le monde en a parlé, mais au final, l'Aventoum, je pense que ça n'arrivera pas cet été et que les Saoudiens, pour l'instant, ils sont pas sur le coup. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sur le coup plus tard. Parce que là, a priori, l'histoire de Newcastle, c'est en train de capoter. Donc on n'en sait rien. Peut-être que des intermédiaires vont réussir à les faire venir à Marseille, j'en sais rien. Mais le fait est que pour l'instant, c'est pas réel. Mais après, il y a eu d'autres trucs. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il fallait garder au chaud ce hashtag 20OM. On parlait d'un Ukrainien, j'ai oublié le nom là. Après, des Italiens avec c'est Cross, un consultant marketing, Thierry Cross, je crois. Enfin, il y a eu finalement l'impression qu'il y avait 3-4 pistes, quoi. Et que, mais ça, je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment des histoires d'intermédiaires qui essayent de monter des projets. Et à mon avis, c'est ça. Alors, il y en a qui sont plus ou moins avancés. Peut-être qu'il y en a, c'est juste de l'embryon. C'est un mec qui essaie on se souvient, toi, Pablo Dana, l'Italien, qui essayait aussi de ramener. Voilà, tu vois, c'est des mecs qui essayent de servir d'intermédiaire pour vendre un club, essayer de prendre de l'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça et beaucoup de gens qui veulent se gaver avec ces histoires-là. Donc, forcément, ça pousse pour aller dans ce sens-là. Après, je veux dire, le journal italien, là, Tutto Web Mercato, qui a eu la première information, qui a mis le faux aux poudres, je pense que pour qu'ils sortent un truc comme ça, ils ont dû parler avec un proche, soit de l'émir, soit du milliardaire saoudien, etc. Ils ont dû avoir une source, un minimum solide qui leur a dit ça. Mais est-ce que cette source-là, elle n'avait pas d'autres intérêts? On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément remettre en cause le journaliste. Si le journaliste il sort ça, c'est qu'il a eu des infos, il n'a pas inventé quelque chose. Ah, mais voilà, le journaliste minimum le journaliste, un minimum sérieux, il n'invente pas. Alors, des fois, il peut se faire rouler dans la farine. J'ai un peu l'impression que c'est un peu ça, quoi, en fait. Ça peut être ça, ça peut être ça. Après, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai pas eu les sources. Là, la Provence, ils ont sorti il y a deux jours, je crois, un démenti d'un proche disant que c'est pas du tout vrai. Mais je veux dire, est-ce que ce démenti-là, il vaut plus que la source d'origine qui disait qu'il pouvait y avoir une menthe? On n'en sait rien, en fait. Ouais, les démentis, c'est pas ça qu'il faut s'attarder. Mais par contre, moi, juste les anciens joueurs, tu vois, ils voudraient revenir, le méta. Il y en a eu d'autres sûrement, je n'ai pas tout retenu, mais moi, je trouve que ça pourrait être bon. Évidemment, il faut la compétence, mais des joueurs qui connaissent vraiment les arcanes du club, la pression, etc. Et puis qui apportent, qui ont réussi, quoi. Je ne parle pas que le méta, hein, c'est bon, Dimeco n'a pas forcément réussi en tant que directeur sportif, hein. Mais il y en a d'autres, quoi. Rudy Voller, par exemple, qui est déjà impliqué. Ouais. Bon, moi, peut-être. Ce que je disais, moi, Rudy Voller, c'était pas mal. Voilà. Il y avait Daniel Van Buiten qui avait été, je crois, directeur sportif du Standard. Mais je crois qu'il s'est reconverti en agent de joueur. Oui, un agent de joueur. Après, j'ai vu c'était l'interview de Sacha, je sais plus, le journaliste belge. Tavolieri. Voilà, c'est ça, qui en parlait dans un live, je crois que c'est Thomas Parle Foot, là, et qui disait que, bon, en fait, il était nouveau dans le métier, il a pas un gros réseau, donc, bon, ça serait… Non, mais après, c'est toujours pareil. Moi, je pense on va revenir sur le fameux mot que tout le monde attend dans ce cas-là, c'est institution. Et bon, c'est un peu galvaudé, mais la réalité, c'est qu'en fait, quand tu as des anciens, et c'est pas un petit ancien, c'est des gens qui ont gagné. Donc là, on va penser en 93, on va penser à des choses comme ça, ou 2010, des mecs qui ont gagné le championnat, qui sont à la retraite, des gens qui ont gagné, des gens qui représentent vraiment le club, qui ont un vrai attachement au club et qui ont des compétences. Parce que
C'est pas parce qu'on était un grand joueur qu'on est un bon entraîneur ou un bon dirigeant. Donc, il faut qu'il y ait des compétences. Mais effectivement, moi, je pense que ça serait important d'avoir des gens là, des gens comme ça pour dire aux nouveaux joueurs qui arrivent, attendez, l'OM, c'est pas n'importe quoi. L'OM, si on gagnait, c'est parce qu'on s'arrachait à tous les entraînements, on s'arrachait à tous les matchs pour montrer l'exemple, raconter l'histoire. L'histoire, c'est ce qui te permet de faire le futur. Et ça manque un petit peu. Il y a Basile Boli qui est ambassadeur, mais c'est un petit peu un rôle honorifique. Ouais, mais il y a Michel Floss qui est dans la cellule de recrutement. C'est vraiment les deux anciens notables qu'il y a dans le staff. Avant, il y avait Jean-Philippe Durand, mais il est parti. Mais il n'y a plus grand monde. Pancho Abranado vient de se faire virer du centre de formation. Il n'y a plus grand monde. Il y a plus grand monde. Effectivement, je pense que des anciens, ça ne ferait pas de mal. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des voleurs. Moi, moi, je suis un grand fan de Dragan Stojkovic. Donc, mais ça me paraît. T'as pas de mauvais goût. Hein. Ouais, moi j'adore. J'ai déjà fait une vidéo sur lui. Là. Alors là, c'est Waddle que j'ai, le football que de Marseille. T-shirt. Ils sont sympas ces t-shirts. Ouais, j'ai les deux. Peut-être il y en a d'autres, je sais pas. Mais tu vois, lui, j'ai regardé un peu son parcours. Peut-être je suis pas objectif avec lui, mais il a été président de la Serbie, il est entraîneur au Japon, il a été manager, je sais pas où. En fait, tu vois, il a une grande expérience et l'expérience de l'OM. Ah, je suis d'accord. Alors, je voulais aller plus loin dans ça, c'est qu'effectivement, ces anciens joueurs, on termine après, je suis un peu débordé, désolé. Ouais, ma fille va aller faire du vélo. Ouais, un corbeau. Enfin, nous, ça va peut-être partir l'orage. Donc, juste on termine ça, 2 minutes. Donc, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ces grands joueurs, donc ils ont l'expérience, ok, mais pour eux, ils ne pourraient pas justement solliciter des investisseurs. Est-ce que ça ne pourrait pas venir de là plutôt que les agents un petit peu véreux, enfin, entre parenthèses, je ne vais pas avoir de procès, mais voilà, qui eux ont l'expérience et qui ont la compétence, et du coup, pourraient aller chercher ce que Diouf à un moment disait, à l'époque, il disait, je reviendrai à l'OM si justement il y a des gros investisseurs qui pourraient rivaliser avec Paris. Quoi. Pourquoi eux ne pourraient pas? Le réseau ou... C'est compliqué, c'est un tel monde de requins, il faut que tu aies des bons investisseurs solides et puis tu peux te faire arnaquer dans tous les sens. Je pense que c'est un peu compliqué. Moi, pour élargir un peu ta question, je pense que malheureusement, l'OM a un peu du mal avec ses anciens. Je pense par exemple à Skoblar, que je trouve qu'il n'a pas été vraiment respecté quand il était recruteur pour l'OM en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Ouais. C'est des mecs, c'est des mythes, et ces mecs-là, ils devraient avoir une statue, ils devraient être respectés dans ce club-là. Et je trouve qu'on ne respecte pas assez les anciens. Et ça, c'est encore un point négatif pour moi de Jacques-Henri Hérault, qui devrait plus mettre en avant l'histoire de l'OM et respecter un peu les anciens. Il n'y a pas que 93 et la Coupe aux grandes oreilles. C'est toute une histoire, l'OM. C'est les minots. Nous, on a la chance d'avoir Jean-Charles de Bonneau comme consultant. Je veux dire, c'est une histoire importante de l'OM aussi. Si ces gens-là n'avaient pas été là, le club, on ne serait pas où il serait aujourd'hui. Donc, l'OM, c'est toute une histoire. C'est pas que 93, c'est plein de choses. Et il y a plein d'anciens qui connaissent plein de choses, qui pourraient faire du bien au club. Il y a même des gens de cette génération-là qui sont entraîneurs et qui n'ont pas de poste, qui pourraient faire du bien au centre de formation. Donc, c'est un peu dommage qu'on ne fasse pas confiance aux anciens. Et concernant le rachat d'un club avec un ancien, moi, je te dis, c'est tellement un monde de requins, ça me paraît compliqué. Il faut connaître les affaires, il faut connaître des gens. Est-ce que ces gens-là, ils ont ce réseau? Je ne sais pas. Ouais, d'accord. On va terminer. Tu vas me faire une petite conclusion un peu. Alors, je ne sais pas si c'est le journal des bonnes nouvelles comme vous faites. Tu m'as fait beaucoup rigoler d'ailleurs sur le dernier talk là, le journal des bonnes nouvelles. Je ne sais plus ce que tu m'avais dit. C'était très bien. Ouais, rendez-vous lundi pour le nouveau journal, un nouveau journal des bonnes nouvelles. Ouais, en studio. Ah, d'accord. Non, juste, alors, je ne sais pas ta conclusion, si elle sera dans ce sens ou moyennement ou mitigée. Bon, avec la situation actuelle, c'est compliqué. Mais comment tu vois l'avenir, on va dire, à moyen terme, quoi, la saison prochaine quoi, comment tu la vois, quoi, en fait, avec… Ben, écoute, on est quand même, on se fait souvent critiquer pour ça, quelque part peut-être à juste titre. On est assez négatif sur le Football Club de Marseille, mais on parle que de pognon depuis 3 ou 4 mois. Donc moi, j'en ai marre. Et donc j'ai envie de prendre un peu le contre-pied, tu vois, et d'être un peu optimiste et de me dire qu'on a un coach vraiment intéressant. Et même s'il va pas avoir un effectif de dingue, je pense qu'il va y avoir des mecs qui vont se battre sur le terrain et qu'on va tellement être content de retrouver le foot et retrouver l'OM que ça. Moi, je veux y croire une belle saison. Le plus difficile et le vrai objectif, c'est de terminer sur le podium une nouvelle fois, 2 ans de suite, pour rejouer avec des champions l'année d'après encore. Je pense que c'est l'objectif majeur. Il ne faut pas pour autant galvauder avec des champions. Si je pouvais faire juste un souhait, moi, ça serait terminer sur le podium, se sortir des poules en terminant 3e et donc en faisant une campagne de Ligue Europa sympathique pour donner des émotions aux gens et un peu plus de matchs. Et je pense que là, on aura une belle saison. Et voilà, donc moi, j'espère ça. Et me tarde qu'un truc, c'est retrouver le Vélodrome et avec des supporters, parce que le foot sans supporters, c'est pas du foot. C'est clair, je suis d'accord avec toi. c'est clair. Et du coup, je te remercie, Nicolas. T'en prie. Voilà, écoute, à bientôt sur les réseaux. Hein.
Ouais, pas de souci. Mais écoute, peut-être si tu veux revenir pour une nouvelle interview. Ça va. À l'occasion, il n'y a pas de souci. J'ai un emploi du temps un peu chargé entre un côté Ouais, professionnel et la vie de famille, mais ouais. on peut toujours trouver quelques minutes, c'est pas de souci. Allez, je te remercie. Je te Je souhaite t'en une prie, bonne fin de week-end. ça marche. Allez, bon week-end. Bon Ciao. week-end. Au revoir. Ciao.